inanimée et ensanglantée de la petite Méline. Une marche blanche dans les rues de Montceau-les-Mines. Un message, plus jamais ça. Je suis extrêmement touchée parce que ma petite fille, elle le méritait tellement. C'était la joie de vivre, c'était un amour. Et c'est mon dernier cadeau que je lui fais parce que maintenant, je ne peux plus rien faire pour elle. Je m'appelle Jean Canterino, je suis expert psychiatre, expert près la Cour d'appel de Lyon. En 2015, j'ai été commis pour examiner un quadragénaire qui avait tué son enfant de 2 ans. Je l'ai vu le 18 septembre 2015 à la maison d'arrêt de Dijon. Je suis face à un homme sans antécédent judiciaire et qui a poignardé sa fille âgée de 2 ans. Je suis sorti de la chambre de ma fille, un couteau à la main. Je tremblais. Je me souviens de rien, juste d'avoir pris un couteau dans une boîte noire. J'ai pété un plomb. C'est un acte odieux que j'ai fait sous le coup de la folie. Je ne me souviens de rien d'autre. Quand je rencontre cette personne, l'enjeu de l'expertise psychiatrique, c'est de déterminer si l'acte est la conséquence d'une maladie psychiatrique ou si il s'agit d'un acte réfléchi, fait en toute conscience, pour des raisons psychiques et factuelles qu'il convient de déterminer. Les gendarmes, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, n'ont noté aucun signe de désordre apparent, ni en bas, ni dans la chambre. Les médecins légistes ont fait leur boulot, on sait qu'elle a reçu des coups de couteau et elle a été étranglée, mais voilà. Donc là-dessus, il n'a jamais rien dit. Il a toujours tourné autour. Il s'est contenté de dire et de répéter que voilà, il n'avait qu'une image de lui, sortant de la chambre de l'enfant, un couteau à la main, et je tremblais, dit-il. Il tremblait. L'accusé a tué une personne. L'accusé a tué une petite fille. L'accusé a tué sa petite fille. Vu de l'extérieur, l'acte est fou, effectivement, parce que ça dépasse l'entendement. J'ai fait une déclaration à la police qui est très claire. Mais là, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui est de bon sens et quelqu'un qui n'a pas de bon sens, et puis, troisième personne, quelqu'un qui est fou. Il y a une maladie psychiatrique qui est fou, parlons simplement. C'est très différent. Donc, la question, c'est de savoir s'il peut être jugé ou déclaré irresponsable pénalement. Donc, comme dans chaque expertise, je vais commencer à lui faire parler de son enfance pour voir s'il y a eu des traumatismes qui pourraient éventuellement expliquer le passage à l'acte et en tout cas sa personnalité.
père était quelqu'un de rigoureux, un peu rigide. Ma mère était dépressive. Son généraliste lui avait donné des antidépresseurs pour faire face à des soucis de santé et des soucis d'argent car elle faisait des achats compulsifs. Elle ne savait pas gérer le budget, faisait un peu n'importe quoi. À la mort de mon père, ils avaient 70 000 € de dettes. Il y avait beaucoup de conflits entre mes parents, souvent à propos de l'argent. Et aussi des violences verbales. Chez les dépensiers compulsifs, le plaisir, c'est d'acheter. Mais c'est très sévère parce que ça correspond à un fonctionnement psychique très proche des toxicomanes, maintenant on dit addiction. C'est-à-dire que c'est une façon de se faire plaisir de façon très infantile. Donc c'est quelque chose de très maladif tout de même. Et quand une personne est en difficulté sur le plan psychique, elle va avoir beaucoup de mal à s'occuper des autres. Et notamment son enfant. On peut quand même parler de défaillance maternelle dans l'histoire de cet homme. Ça entraîne pour l'enfant ce que les psychanalystes appellent le traumatisme froid. Le traumatisme froid, c'est un défaut de soins et donc, du coup, un défaut d'organisation pour ce qui est du développement affectif de la personne. Et dans ces conditions, l'enfant va éventuellement se sentir mal aimé, et comme il a eu du mal à se développer, il aura du mal à entrer en contact avec autrui. Et donc l'enfant va être inhibé, renfermé sur lui-même, comme on dit classiquement. J'étais un garçon un peu introverti, mais j'avais des copains. J'ai redoublé à plusieurs reprises car j'avais des problèmes d'orthophonie qui n'ont pas été pris en charge. Mais je n'ai jamais eu de problème avec mes enseignants. L'enfant qui est dyslexique dysorthographique, il voit bien qu'il a un problème. Et là, ça va entraîner des conséquences sur le plan psychique parce que il se sent handicapé, donc il a une mauvaise estime de lui-même. Et ça aussi, ça entrave son développement psychique. Alors ça va entraîner ce qu'on appelle en langage commun des complexes. Et du coup, il va se sentir inférieur aux petits copains qui n'ont pas de problème pour lire et écrire, inférieur aux autres, donc par extension. À l'âge de 15 ans, en 1987, j'ai eu un grave accident de mobilette. J'ai été renversé par une fourgonnette. J'ai eu un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, mais avec amnésie de l'accident, diverses fractures et puis une ablation de la rate. C'est un traumatisme de plus dans la vie de cette personne. Il y a la maman qui est en difficulté, il y a le problème dysastre mental, il a un accident qui est sévère. Et les traumatismes, ça ne s'ajoute pas, en fait, ça se multiplie entre eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il a eu une enfance, finalement, difficile. L'année qui a suivi mon accident de mobilette, j'ai eu mon brevet des collèges. J'ai ensuite passé un BEP de cuisine et puis un bac technologie hôtelière. En 2000, à l'âge de 28 ans, j'ai passé un examen que j'ai réussi pour devenir surveillant pénitentiaire. En 2002, j'ai passé un nouveau concours pour devenir agent de recouvrement du Trésor public et des finances. En 2005, grâce à une nouvelle formation, je suis devenu contrôleur des finances. C'est quelqu'un qui n'obtenait jamais la satisfaction. Il passe d'une chose à l'autre et de choses qui n'ont pas beaucoup de rapport entre elles. C'est pour ça que je me dis qu'il y a une instabilité. Sauf que, hélas pour lui, c'est que comme il est en difficulté avec les autres,
quand il arrive dans un endroit, il a des difficultés de relation et il pense qu'en changeant, les choses vont s'arranger. Et puis évidemment, ça ne s'arrange pas. J'ai toujours bien travaillé. J'ai jamais eu aucune sanction disciplinaire. Mais j'avais des problèmes relationnels avec mes collègues. Ils me disaient pas tout. Quand j'arrivais dans un nouveau poste, certains me cachaient des choses. Quand on regarde tout son parcours, c'est un homme qui ne se remet jamais en cause, qui a toujours raison contre tous et qui est victime des autres. Il est toujours en position de défense. Mais pas position de défense passive, c'est une position de défense où il contre-attaque. Sur son lieu de travail, ses collègues qui rentraient dans son bureau avaient interdiction de regarder son écran d'ordinateur parce qu'il veut être dans la totale maîtrise. Quelqu'un qui cherchait sans doute à être sécurisé et à vouloir aussi contrôler. On est toujours dans le même profil de ce personnage. Mes collègues me mentaient. Je me sentais victime de brimades innombrables de la part de mon entourage. On ne me donnait pas les infos que je voulais. Lorsqu'il me dit que ses collègues lui cachaient des choses, je me pose la question de savoir si j'ai affaire à un paranoïaque, c'est-à-dire quelqu'un qui a des idées de persécution, c'est-à-dire qui est convaincu que les autres fomentent des complots à son dépens qui lui veulent du mal. L'autre hypothèse, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie une pathologie narcissique, une personne qui n'est pas sûre d'elle-même et qui a très vite le sentiment qu'on le met de côté, qu'on le méprise, voilà, qu'on l'estime pas à la hauteur. Alors être paranoïaque, c'est une maladie mentale et c'est être fou. C'est vraiment être en dehors de la réalité. À ce moment de l'entretien, je me dis que la question de la responsabilité se pose. En 2006, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail ma première compagne. Elle aussi est fonctionnaire des finances, on avait le même âge. Très vite, on a eu un fils. On a rompu d'un commun accord, car on se disputait beaucoup. Au début, on était en garde alternée pour notre fils, puis bon, elle a récupéré la garde complète de notre fils. Je l'avais un week-end sur 2. Il y a une séparation, on n'entre pas bien dans les détails sur les causes de cette séparation. Et moi, dans le dossier, j'avais le témoignage de son ex-compagne qu'il décrit comme violent et tyrannique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne supporte rien, qui veut tout contrôler, et puis qui peut être violent. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas comme il veut, eh bien, ça se passe très mal. Elle dit qu'il a commencé à être violent lorsqu'elle était enceinte de 6 mois. Des violences sévères, hein, il l'a jeté contre un mur. Le fait de devenir père l'angoissait beaucoup. Et finalement, on voit bien que cette personne, toutes les fois qu'elle doit être en situation d'adulte, ben, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas psychiquement. On change d'études, on change de travail, on change de compagne, ou on devient agressif. J'ai rencontré Aurore, ma deuxième compagne, en 2012. On travaillait ensemble à Paris. Elle avait 27 ans, moi 39. Nous nous sommes rencontrés en avril 2012 lorsqu'il a eu sa mutation au centre des finances publiques où moi je travaillais à l'époque. Ses collègues me disaient que c'était pas quelqu'un de bien, qu'il fallait s'en méfier, qu'il avait un comportement un peu autoritaire et j'ai essayé de faire abstraction, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire. J'aurais peut-être dû plus écouter les autres, mais bon, on s'entendait bien, on rigolait bien ensemble.
Au départ, c'était un homme tout à fait normal. Voilà, quand elle m'en a parlé la première fois, elle m'expliquait que c'était quelqu'un qui travaillait au sein des impôts, qu'il était gentil, qu'il avait un garçon, qu'elle l'avait rencontré, que c'était pas... Voilà, nous n'avons aucun a priori contre ça, même qu'il avait un petit peu plus âgé qu'elle, c'était pas un problème. Nous avons décidé d'habiter ensemble parce que je suis tombée enceinte et qu'on n'avait plus trop le choix. Moi, j'étais super contente, j'attendais que ça. Je pensais déjà pas avoir d'enfant un jour, donc... Et lui, il l'a pas très bien pris. Jusqu'à la fin de ma grossesse, jusqu'à ce que je reprenne le travail, tout se passait très bien. Il était autoritaire, mais bon, moi je faisais avec. Je lui faisais comprendre que moi aussi j'avais mon mot à dire sur certaines choses. Mais en règle générale, tout se passait, je vais pas dire tout se passait très très bien, mais ça allait plutôt pas trop mal. Je voulais pas revivre la même histoire que pour ma première union et avoir un enfant après 4 à 6 mois de relation. Alors pourquoi il ne veut pas de deuxième enfant? Moi je pense que ça lui faisait trop. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à être en relation avec les autres. Donc s'il y a quelque chose où il y a besoin de capacités relationnelles importantes, c'est d'avoir un enfant. Donc les gens qui sont en difficulté d'un point de vue narcissique, ce qui est une façon de dire qui ont beaucoup de mal à être en relation avec autrui, donc la paternité, puisque c'est un homme, c'est quelque chose de particulièrement ardu. En plus, il y a un autre élément. Quand vous êtes un homme et que vous avez un enfant, vous n'êtes plus l'enfant de votre femme. Vous n'êtes plus la seule personne importante. Et ça, il faut pouvoir l'assumer. Mais chez les gens immatures, qu'il faut toujours que ce soit eux qui soient au milieu de la scène, il faut toujours que ce soit eux qui soient le roi de la piste, eh bien, c'est très difficile à supporter narcissiquement, ce qui en langage plus courant veut dire du point de vue de l'amour-propre. C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser la place aux autres. Et si il y a une personne qui a besoin de place, c'est bien un enfant. Alors à la naissance de Méline, alors moi j'étais la plus heureuse des mamans. En plus c'était un bébé super, elle pleurait jamais. Je m'en occupais tout le temps parce que en plus son père travaillait à Paris, donc il partait le matin à 6h et il revenait le soir à 8h. La seule chose qu'il me demandait de faire, qu'il fasse, c'est lui donner le bain le soir. D'ailleurs, c'est là où la première dispute a dégénéré. C'est que j'étais allée chez mes parents un jour, et comme je savais que j'allais pas rentrer de bonne heure, on avait décidé de la laver et de la faire manger. Alors je crois que c'était la pire chose que j'ai pu faire. Il a pété un câble, il m'a dit c'est devenu horrible, et c'est ce jour-là où c'est la première fois il m'a tapé dessus. Ça se passait mal dans le couple. On n'avait pas les mêmes goûts, pas les mêmes centres d'intérêt. J'aurais dû la quitter. Elle est manipulatrice. Elle a acheté plusieurs fois mon téléphone portable et la vitre est fendue. Finalement, si on se résume, à l'école, ça se passe mal, au travail, ça se passe mal, et dans le couple, ça se passe mal. On voit bien là que il ne supporte rien, et qu'à la moindre contrariété, réelle, voire supposée, c'est le clash. L'intolérance à la frustration, ça veut dire que ce sont des gens très fragiles, psychiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune confiance en eux, et lorsqu'ils se trouvent face à une contrariété, eh bien, ils pensent que ça les met en danger sur le plan psychique. Si la personne vit les choses sur ce mode-là, c'est-à-dire que les gens ne font pas des choses parce que c'est leur caractère, mais parce qu'ils vous méprisent ou qu'ils vous veulent du mal. Du coup, la personne se met en colère, et se mettant en colère peut devenir violente.
J'avais pas le moral depuis le début de l'année, suite au décès de mon père, aux conflits avec ma mère et les conflits au travail. On m'a donné des médicaments, mais je me souviens pas lesquels. J'ai vu nulle part un diagnostic de psychose, de folie. Il a toujours été question de dépression. Sur le plan psychiatrique, il n'avait jamais été soigné. Il n'a jamais été soigné par un psychiatre. Il n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie. Il y a des gens comme ça, ils peuvent pas être dans la vie comme les autres. Ils en ont pas les moyens. Vous voyez, ils n'ont pas les moyens d'être dans des vies relationnelles avec tout ce que ça comporte de désagréable, de compliqué, de difficile à vivre, d'éprouvant. Ils peuvent pas. Ils pouvaient pas être bien. Donc du coup, le seul moyen de tenir encore, c'était d'empêcher. Donc il empêchait ses beaux-parents de venir le plus souvent qu'il le pouvait. Il faisait en sorte de pister sa femme. Fallait pas... je sais pas comment le décrire simplement. À partir de 2015, oui, il commençait à me faire peur, oui. Son comportement devenait de plus en plus violent, de plus en plus agressif. Et dès qu'on était allé à l'encontre de ce qu'il voulait entendre de tout, c'était des cris, il faut que tu me crois, c'est moi qui dis la vérité, les autres mentent, les autres sont méchants, ils sont tous contre moi. C'était toujours comme ça. Aurore ment tout le temps, surtout. Et je sais pas pourquoi, mais elle est pas la seule. Alors son besoin de tout contrôler se repère également avec cette manie, on peut appeler ça comme ça, d'installer des caméras de surveillance chez lui, sur son lieu de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vérifie tout, qu'il contrôle tout, que tout lui soit soumis. J'avais installé des caméras pour la surveillance et c'est tout. Il s'agissait d'un système d'alarme sans plus. Il suspectait tout le monde de mauvais coups, de mauvaises intentions, et il s'est filmé lui-même en train de la harceler pour essayer de la contraindre à acquiescer à ce qu'il lui disait. Il avait des raisonnements tordus, mais il n'avait de cesse que de lui parler fort, très près du visage, pour lui dire « mais voilà, c'est comme ça, tu l'as fait, tu l'as dit ». Pour voir si mes parents ne rentraient pas chez nous. Et c'est pour voir si les voisins ne faisaient pas de bêtises dans notre cour. Et il y avait une caméra apparemment dans la maison qui filmait ce que je faisais, pour voir quand je téléphonais à mes parents. Donc oui, j'appelais ma mère, mais pas à la maison, je l'appelais quand j'étais au travail. Parce qu'au travail, j'étais tranquille. Moi, mes enfants m'appellent de chez eux, avec leur compagne. Elle m'appelait que du travail. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui mentaient. Parce qu'il est décrit par ailleurs comme quelqu'un de paranoïaque, comme quelqu'un de manipulateur. Et donc forcément, il est habitué sans cesse à raconter les choses de la façon dont il les a interprétées. Et en fait, il était en arrêt de travail de janvier 2015, donc jusqu'à septembre 2015, jusqu'au jour du drame. Et moi, il m'avait dit qu'il était en arrêt de travail parce qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues et que ça allait très mal se passer. Donc, il avait décidé de se mettre en arrêt de travail. Et au final, c'était absolument pas ça. Il est en arrêt de travail obligatoire parce qu'il a menacé de taper sur une de ses collègues. Et notre direction lui a demandé de ne plus revenir au travail et de se mettre en arrêt jusqu'à nouvel ordre, avec interdiction de revenir au travail. Je gardais mes lignes tous les mercredis. Et le mercredi, je ne savais pas qu'il était en arrêt. Et moi, c'était mon jour de congé. Donc il m'appelait à 6h30 le matin pour me dire « tu n'auras pas mes lignes parce que je ne travaille pas ». C'était sa joie de me réveiller le matin pour me dire « tu t'es levé maintenant, c'est ton jour de congé, ma foi, tant pis ». Et c'était toujours comme ça. Tout est faux. Je sais pas pourquoi elle ment. Et j'ai rien à vous dire. Alors, le fait qu'il nie
m'éloigne du diagnostic de paranoïa. Parce que un paranoïaque qui réagit par la violence, il va vous expliquer qu'il est victime d'un complot, de la malfaisance, du mépris, et finalement, il est devenu violent, mais pour se défendre. Et c'est là que j'abandonne le diagnostic de psychose paranoïaque. Je vais d'autant plus volontiers l'abandonner que non seulement il allègue faussement d'une amnésie, parce qu'il simule, mais en plus il simule la folie. Je deviens fou. J'entends des voix dans ma tête depuis que j'ai à peu près 15 ans. J'en ai jamais parlé à personne. Qu'est-ce qu'elles me disent? Ben je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Non. En plus, quand il me dit qu'il entend des voix, il explique que c'est depuis qu'il a 15 ans, qu'il n'en a jamais parlé à personne. Mais ça, c'est pas possible. Parce que justement, soit dit en passant, j'ai les dossiers. Il n'y a rien dans les dossiers. Quelqu'un qui entend des voix, comme ça peut pas passer inaperçu pendant plus de 15 ans. C'est pas possible. Ce sont des pathologies très importantes, très bruyantes, qui ne passent pas inaperçues. C'est pas possible, ça ne tient pas debout. Lorsqu'il essaye de passer pour fou, là je comprends que j'ai affaire à un menteur, un manipulateur et non pas un psychotique. Le 30 août 2015, on a eu une altercation avec Aurore. Elle est partie chez ses parents en me laissant la petite. Alors le 30 août 2015 a été le jour où les choses ont vraiment dégénéré. J'ai voulu appeler mes parents. Il m'a enlevé le téléphone des mains, il m'a confisqué mon téléphone portable. Après il m'a dit tu te calmes. Quand la cour a fait entendre l'enregistrement de lui criant sur sa femme, c'était saisissant, vraiment. Violence morale, et c'est ça qui, à mon avis, est à l'origine de l'acte, qui va vite dégénérer en violence physique lorsque la violence morale ne marche plus. Et là, ça marchait plus puisque madame, elle voulait partir. Elle était arrivée au bout, quoi. Elle était arrivée au bout. C'est là qu'il a commencé à me menacer avec un couteau pour pas que je sorte de la maison. Donc j'ai été séquestrée pendant bien 2-3 heures. Je me suis retrouvée dans mon couloir chez moi, prostrée, à plus pouvoir bouger parce qu'il était là avec son couteau et quand on est menacé avec un couteau, on n'ose pas trop bouger. Et il a réussi à se calmer. Et c'est quand il a réussi à se calmer que j'ai pris mon sac à main, que je suis sortie. Elle a eu peur, elle est partie. Et on est sur une tranche de temps où ça commençait à parler. Ça commençait à sourdre que dans cette maison, ça n'allait pas. Que ce monsieur n'allait pas. Et qu'il fallait faire quelque chose. Et puis elle, surtout, elle a dit, bon, mais maintenant, il va falloir que ça cesse. Et à ce moment-là, il a fermé la porte. Il a dit, de toute façon, j'ai voulu revenir pour prendre ma fille. Et il m'a dit, tu prendras pas Méline parce que t'es complètement folle et tu vas lui faire du mal. Je voulais pas lui laisser Méline car je voulais pas qu'elle lui fasse du mal, comme elle en a fait à mon fils. Lorsqu'il dit à sa femme, tu es dangereuse, il ne faut pas amener l'enfant, on est toujours dans ce système où il faut qu'il contrôle les autres. Et ça, personne ne le saura jamais. Et puis, on ne peut pas éliminer l'hypothèse qu'il avait déjà en tête ce qu'il allait faire si sa femme le quittait. C'est pas sûr, mais on peut vraiment pas écarter cette hypothèse, puisque l'événement s'est produit. Après, donc moi j'ai posé une main courante parce que ce que je regrette à l'heure actuelle, ce sera à refaire, je déposerai une plainte. Et en plus, moi, j'ai été très mal renseignée parce que j'avais quand même des marques sur le corps.
À la gendarmerie, ils auraient pu me dire allez à l'hôpital pour faire constater. Et ça, ils ne me l'ont pas dit. Effectivement, lorsqu'elle arrive à la gendarmerie, elle explique les circonstances de ces violences, mais elle précise aux gendarmes de ne pas vouloir déposer plainte. Elle arrive sans certificat médical pouvant justifier des ITT. Elle précise qu'elle va pouvoir quitter le domicile conjugal dès le soir même. Et en conséquence, il n'y a plus aucun risque pour la victime à ce moment-là. L'accusé va être le jour même entendu et il se présente avec une photo de son fils présentant une brûlure sur le dessus de la main et en accusant sa femme d'avoir été à l'origine de ces blessures. Elle voulait lui donner une leçon, alors elle a pris sa main et elle l'a posée sur la plaque électrique. Après, on est allé aux urgences et c'était une brûlure sévère. Il est arrivé avec la photo de la brûlure pour dire que je faisais du mal intentionnellement à son fils alors que c'était absolument pas ce qui s'était passé. En fait, on a fait une crêpe partie comme toutes les familles font. Et pour huiler j'avais pris un torchon d'huile. Et son fils qui aimait bien me chercher, il m'a dit non, parce que moi je l'ai lâché d'un coup parce qu'il était très chaud. En clair, il m'a dit t'es une bonne à rien, c'est pas. Donc j'ai juste voulu lui montrer que c'était chaud et je pensais absolument pas que c'était chaud au point de le brûler. La brûlure elle vient de là, hein, c'était pas intentionnel. Lorsqu'il est face aux gendarmes, il leur raconte des mensonges. Hein. Il accuse faussement madame d'avoir brûlé la main de l'enfant, il sait bien se présenter sur le mode BCBG, donc voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un manipulateur. La personnalité paranoïaque ne cherche pas à vous manipuler, elle cherche à vous convaincre du fait qu'il est victime. C'est très différent, c'est très différent. Et au vu des éléments présentés, c'est-à-dire l'absence de certificat médical, l'absence de dépôt de plainte, c'était juste un signalement, une main courante, le fait qu'elle allait s'éloigner de ce domicile, tout cela permet de conclure qu'il n'y a plus de risque de danger. Le mardi matin, on m'a téléphoné pour me dire que le procureur classait l'affaire sans suite. Parce que pour lui, c'était une simple dispute conjugale. Et il m'a dit, mais par contre, si vous voulez pas être toute seule avec lui, il doit venir pour un relevé d'empreinte. Ben, venez à cette occasion-là pour que vous puissiez vous parler en présence de quelqu'un. Donc on s'est vu le mardi. Il m'a dit, mais moi je t'aime toujours, si tu veux tu peux revenir. Là je lui ai dit non, là moi j'en peux plus, c'est fini, je ne reviendrai pas. Donc le mardi après-midi, il savait que je ne reviendrai pas avec lui et que tout était fini entre lui et moi. Quand le couple a été entendu à la gendarmerie, il était convenu que, pour ne pas bousculer Méline, qu'elle resterait avec son papa, mais que la mère reprendrait Méline en fin de semaine. On essayait de rentrer dans un système de garde alternée pour justement éviter de faire surréagir le père, dont on savait qu'il était extrêmement colérique et qu'il perdait assez facilement son contrôle, quoi. Et ces gens-là, les gens qui fonctionnent comme ça, ils ne savent pas s'arrêter. Donc ils finissent toujours par faire match de trop, quoi, d'avoir la tyrannie de trop. Et pour eux, c'est très difficile quand ça s'arrête, parce que ça a marché jusqu'à présent. Et ils pensaient que ça marchait toujours. Donc le jour où ça s'arrête, ils vivent ça comme une injustice. Et donc, cette espèce de théâtre de vie, voilà, devait s'écrouler. Elle allait demander le divorce. Et ça, pour lui, c'est peut-être ça qui a été déclenché. Personne ne m'aime. Je suis un incompris.
qu'on arrive à quelque chose d'important, et surtout lorsqu'on arrive au fait, il ne dit plus rien du tout. Il ne dit plus rien du tout. Il a connu une première séparation avec la mère de son fils et il va revivre ce qu'il a vécu précédemment et pour lui c'est insupportable. Et par esprit de vengeance, je pense que c'est le mobile de ce procès, par esprit de vengeance et parce qu'il ne veut pas se laisser dicter ce nouvel événement, il veut reprendre la main, il va à ce moment-là commettre l'irréparable, ce que lui-même d'ailleurs appellera, c'est assez curieux, il va appeler ça sa logique criminelle. La séparation était convenue et donc l'auteur était, depuis le matin de la veille des faits, seul avec les deux enfants. C'est à ce moment-là qu'on peut s'interroger sur ce qui se passe dans la tête de l'auteur, parce que quand on a emmené ces deux enfants à la rentrée des classes, que par hypothèse ils sont un petit peu bouleversés, parce qu'une rentrée des classes, surtout pour la petite, c'était sa première, c'est quand même pas toujours très facile. Ils avaient eu une journée un petit peu bousculée, en plus il y avait eu ces épisodes de médecin pour le garçon, puis de médecin pour la petite. Il était gentil avec son enfant, il s'en occupait bien. Enfin, pour autant qu'on puisse le dire de cette façon, voilà, les médecins, quand ils ont reçu ce père, ont reçu un papa qui faisait ce qu'il devait. Il est allé acheter les chaussons pour l'école, il a fait la rentrée des classes, il a fait ce qu'il pouvait. Mais dans un état de détresse, oui. N'importe quel père de famille normalement constitué serait rentré définitivement chez lui et aurait fait manger ses enfants, les aurait douchés et puis les aurait couchés. Là, pas du tout, il va décider, ce qui est assez incompréhensible, de se rendre dans un bon restaurant. C'était prémédité. Il les a emmenés manger au restaurant. Dans un très grand restaurant. On appelle ça le repas du condamné. Il voudrait un restaurant de luxe, un menu cher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est devant une difficulté, c'est que finalement, il n'y a que lui qui pourrait dire ce que ça veut dire. Parce qu'on peut faire des hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses. Ça peut être le dernier repas avant le passage à l'acte, voilà. Hein. Ça peut être aussi une démonstration narcissique. Vous voyez, elle est partie, mais quand même, on peut faire des choses formidables. Et puis en rentrant chez lui, il s'aperçoit que c'est pas formidable du tout, et il y a le passage à l'acte. À l'issue du dîner, les enfants et l'accusé rentrent à la maison. Il va effectivement les coucher. Il dit qu'il s'est occupé de la petite fille, qu'il lui a changé sa couche, enfin qu'il a fait ce qu'il fallait. Et il nous dit s'être mis devant la télévision. Donc il doit être aux environs de minuit. Et commencer à ruminer. Il est décrit par les gens qui l'ont vu la veille et l'avant-veille, donc des médecins généralistes puisqu'il a dû emmener les petits consulter, des gens dans la salle d'attente, des gens, voilà, les gens qui l'ont croisé, les gens du restaurant. Et les gendarmes. Un gendarme a évoqué sa détresse. Il l'a ressenti comme ça, un homme en détresse, un homme triste, un homme désemparé. La dame du restaurant, la patronne du restaurant, un homme désemparé. Et bah oui, certainement qu'il devait être triste, en détresse et complètement désemparé. Et puis il a en lui ce côté extrêmement dur et impitoyable, qui n'est pas capable de composer avec la situation, et qui donc ne compose pas, et qui va au meurtre. Il se lève, il va saisir un couteau
pas n'importe lequel, il choisit un couteau bien précis dans un bloc, il y en a 6 ou 8, et il choisit le couteau adapté à sa main, avec une longueur d'âme conséquente. Et serait allé avec le désir affirmé de tuer ses 2 enfants, puis de se tuer lui-même, et il est allé donc dans la chambre de Méline. Il s'approche de Méline, il soulève effectivement son t-shirt, il prend cette précaution de le soulever, parce qu'il sait très bien que la lame pourrait riper, bien que la taille du couteau laisse peu de chance à l'enfant à ce moment-là. Et il plante un premier coup de couteau. J'ai étranglé ma fille. Il y a eu des coups de couteau. La façon dont il tue sa fille, c'est-à-dire qu'il soulève le t-shirt, il la poignarde et après il rabaisse le t-shirt, montre également que c'est pas l'acte désordonné d'une personne délirante qui fait n'importe quoi, n'importe comment. On n'est pas du tout dans le cas où justement, par exemple dans le cas d'une ivresse pathologique où il dévaste tout et par la même occasion l'enfant. Je peux pas imaginer que lui, dans sa tête, son scénario était déjà fait. Que moi, je le quittais et que notre fille, elle n'avait plus existé. Je suis sorti de la chambre de ma fille, un couteau à la main. Je tremblais. J'ai pété un plomb. C'est un acte odieux que j'ai fait sous le coup de la folie. Je me souviens de rien d'autre. Il faut quand même préciser quelque chose qui est important, c'est que l'amnésie, c'est la simulation la plus répandue dans les expertises pénales, parce que c'est une simulation que les gens pensent facile. Et donc, il aurait soi-disant pris conscience de l'horreur de son acte, et que du coup, ça lui avait fait changer d'opinion pour ce qui concerne son garçon. Et qu'il n'avait donc pas d'autre solution que de se suicider. Donc il cherchait un alcool fort, nous dit-il, il n'y en avait pas dans le bar de la famille, et il se rabat sur ce qu'il prétend être une liqueur qui aurait été un peu alcoolisée, une espèce de punch, tout fait. Et il aurait emmené cette bouteille, le couteau qu'il avait utilisé pour attenter à la vie de Méline, et il décide de partir se suicider. Je me suis garé et j'ai ingurgité de l'alcool. J'ai essayé de me tuer en me mettant un coup de couteau dans la jambe, mais j'y suis pas arrivé. J'ai essayé de m'étouffer avec une serviette en mettant la serviette dans ma bouche, mais je l'ai enlevée. Et là, il dit que le couteau ne rentre pas dans sa cuisse. C'est toujours le couteau, c'est pas lui qui tient le couteau, c'est le couteau qui ne rentre pas. On lui demande de rentrer, il ne rentre pas, c'est quand même curieux. Donc il renonce à ça et il prétend qu'il essaye à ce moment-là de s'étouffer avec une serviette. Alors je dois dire, j'ai vu des gens se pendre, j'ai vu des gens sauter par la fenêtre, je n'ai pas encore vu des gens essayer de se suicider en s'enfonçant une serviette de toilette dans le gosier. Alors, toujours est-il que, selon lui, cette tentative de s'enfoncer une serviette dans le gosier ne le fera pas réellement suffoquer. Par contre, elle provoquera un vomissement et où il aurait régurgité tout ou partie de l'alcool qu'il dit avoir ingéré. Donc, il aura un voire 0,0. C'est pas 0,10, 0,15 où on pourra avoir une certaine éthylo-oxydation pendant le temps intermédiaire. Non, là, il y a 0. Ce simulacre de suicide, personnellement, je n'y crois absolument pas. Bon. Finalement, je suis rentré chez moi, j'ai réveillé mon fils et je lui ai dit que j'avais fait une grosse bêtise. Et je suis allé à la gendarmerie me constituer prisonnier. Entre
tuant l'enfant, il y a plusieurs choses. Il se venge de ce qu'il estime avoir subi. Il sait bien qu'il va faire un mal irréparable à cette femme. C'est pas la peine de dire pourquoi. Et puis, c'est aussi une façon de détruire ce qui était leur union. Voilà ce que je suis capable de faire si on fait du mal. C'est quelqu'un qui est tellement égocentré que, pour le coup, il en oublie que l'enfant de l'union, soit dit en passant, c'est aussi le sien. Il savait ce que Méline représentait pour moi, que c'était toute ma vie. Donc il savait qu'en la supprimant, ça me ferait du mal. Donc il s'en est pris à elle pour m'atteindre moi. La punition. C'est odieux de dire ça, mais c'est ça. Tu m'as quitté, eh ben, tu vas voir de quoi je suis capable. Maintenant, tu l'as vu. Donc, lui, il regrette rien. De tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Donc, des regrets, il n'en a pas. Il n'en a pas, il n'a jamais eu. L'acte meurtrier n'est pas le produit d'un commandement délirant. Donc, il est conscient de ses actes, il n'y a pas d'abolition, il n'y a pas d'altération.